Dans l'univers Warhammer, certaines choses ne sont pas destinées à être découvertes. Non pas parce qu'elles sont trop terribles ou trop dangereuses, mais parce qu'elles sont trop proches d'une vérité que l'Imperium lui-même refuse d'affronter. Certains chapitres de l'histoire sont gravés dans la pierre, d'autres sont gravés dans le vide et quelques-uns sont discrètement effacés. Mais même lorsque vous effacez un nom, vous ne pouvez pas effacer l'écho qu'il laisse derrière lui. Ceci est un voyage chuchoté dans ces ombres, une promenade tranquille dans des couloirs interdits où se tenaient autrefois des fils oubliés, où des noms censurés brillaient autrefois plus que la plupart, et où les questions persistent comme de la poussière sur du marbre ancien. Vous n'êtes pas ici pour trouver toutes les réponses, vous êtes ici pour vous laisser porter par le mystère, pour suivre les fragments, pour vous interroger doucement sur ce qui a été perdu et pourquoi. Que vous soyez un fan inconditionnel ou un nouveau venu attiré par la curiosité, cette histoire tranquille vous prendra par la main et vous guidera dans le silence entre les lignes. Alors fermez les yeux. Laissez le bourdonnement des coffres-forts de données oubliées vous envelopper. Laissez le mystère se dévoiler non pas dans des explosions ou dans la gloire, mais dans une lente révélation. Dans cet endroit, même un murmure peut faire trembler les étoiles. Pour comprendre les Primarchs perdus et le mystère des Blood Ravens, nous devons d'abord comprendre à quoi ressemblait la galaxie à l'époque de l'Empereur. Il fut un temps où l'Imperium n'existait pas encore. L'humanité s'était répandue parmi les étoiles depuis longtemps, mais tout s'était effondré dans les ténèbres. Pendant cette période, le savoir fut oublié et des mondes entiers sombrèrent dans le chaos, la guerre ou le silence. L'empereur s'est alors levé pour ramener l'unité. Il a créé 20 fils, appelés Primarques, et à partir de leur matériel génétique, il a formé les légions de Space Marines. Ces guerriers étaient puissants et loyaux, conçus pour ramener l'ordre dans la galaxie. Chaque primarque dirigeait une légion, et chacun était considéré comme unique, doté d'une force dépassant l'entendement humain. Mais tous n'ont pas survécu. Ils étaient 20, mais seuls 18 sont restés dans les mémoires. 2 légions ont été perdues. 2 primarques ont été effacés. Leurs noms ont disparu des archives. Leurs statuts ont été retirés. Leurs histoires ont été réduites au silence. L'Imperium ne parle pas d'eux. Même les textes les plus anciens les désignent uniquement comme le 2e et le 11e. Personne ne sait s'ils ont été détruits, cachés ou exilés. Et c'est là que commence notre premier mystère. Le deuxième mystère se cache dans l'ombre du présent. Les Blood Ravens sont un chapitre de Space Marines différent des autres. Ils recherchent avant tout la connaissance. Ils accumulent des reliques, des parchemins et des fragments du passé. Mais ils ne savent pas, ou ne veulent pas dire, qui est leur père génétique. Ils n'ont pas de primarche connu. Ensemble, ces 2 mystères forment un fil discret à travers la galaxie. Et tandis que nous suivons ce fil, rappelez-vous que toutes les vérités ne sont pas dites à voix haute. Certaines sont portées en silence, d'autres sont transmises par la mémoire, et certaines sont cachées pour une raison. À l'intérieur des grandes salles de Terra, au plus profond du palais impérial, se trouve une chambre où se dressaient autrefois les statues des 20 primarques, alignées en formation parfaite. Chacune d'entre elles avait été sculptée avec soin, façonnée pour honorer les fils de l'empereur qui avaient mené les légions Astartes à travers les étoiles. Mais quelque chose semble étrange lorsque vous traversez cet endroit. Si vous vous arrêtez et regardez de plus près, vous remarquerez que 2 des piédestaux sont vides. Leurs noms ne sont pas gravés sur la base. Leurs visages ne sont pas sculptés dans la pierre. Il n'y a que du marbre lisse.
rien d'autre. Ces deux primarques disparus ne sont connus que par leur numéro. Le 2e et le 11e. C'est tout ce qui reste. Aucune trace. Aucun nom. Pas même un murmure. C'est comme s'ils n'avaient jamais existé. Mais ils ont bien existé. Le silence qui les entoure en témoigne. Leur effacement n'était pas une erreur. C'était délibéré. Les pièces manquantes laissent une forme derrière elles. Un vide qui attire votre attention sans le demander. L'Imperium n'explique pas leur absence. Il n'y a pas d'histoire officielle, ni dans le Codex Astartes, ni dans les écrits du Mechanicus, ni même dans les archives secrètes de l'Inquisition. Au lieu de cela, on observe une attitude d'évitement, un choix de laisser le silence parler à leur place, un silence qui résonne plus fort que les mots. C'est une sorte d'avertissement. Il s'est passé quelque chose il y a longtemps qui a changé le cours de l'histoire. Quelque chose que l'empereur lui-même a peut-être essayé d'enterrer. Pourquoi avoir effacé leur nom? Pourquoi avoir laissé les statues vides? Ces questions trottent dans l'esprit des érudits comme des guerriers, non pas parce que les réponses sont faciles, mais parce que le mystère est trop grand pour être ignoré. Lorsque vous arpentez ces couloirs, vous pouvez sentir qu'il manque quelque chose. Pas seulement des personnes, pas seulement des légions, mais la mémoire elle-même, une blessure dans l'histoire, recouverte de pierres froides. Certains parlent de honte, d'autres suggèrent une trahison. Il y a même ceux qui croient que la vérité était trop dangereuse pour être consignée. Si les fils perdus se sont retournés contre l'empereur, leur punition était peut-être d'être oubliés. Pas seulement dans la vie, mais pour toujours. Pas détruits par le feu et la guerre, mais par le silence. C'est une punition plus complète que la mort. Un effacement définitif du temps lui-même. Les autres primarques parlent rarement d'eux. Et lorsqu'ils le font, c'est avec des mots prudents. Ils font des allusions sans rien dire. Ils marquent une pause sans répondre. Même pendant la Grande Croisade, le sujet était évité. Comme si prononcer leur nom ramènerait ce qui devait rester disparu. Ou peut-être que leurs noms ont été effacés non seulement de la pierre, mais aussi de la mémoire, effacés de l'esprit de ceux qui les ont connus. Les légions Astartes issues de ces deux lignées n'existent plus. Leurs symboles ont disparu. Leurs bannières ont été brûlées. Leurs serments ont été oubliés. Il n'existe aucune trace des lieux où ils ont combattu, de qui ils étaient, ni de ce qui les a conduits à être bannis. C'est cette absence qui en dit long, car tout le reste dans l'Imperium est consigné dans les moindres détails. Les victoires, les défaites, les noms et les honneurs. Mais pour la seconde et la 11e, il n'y a rien. Et ce rien est une présence à part entière. Ainsi, lorsque nous parlons des primarques perdus, nous ne poursuivons pas des fantômes. Nous écoutons les espaces entre les mots. Nous lisons les espaces silencieux entre les étoiles. L'Imperium ne tolère aucune lacune dans son histoire, sauf s'il n'a pas d'autre choix. C'est là que commence notre histoire, dans l'ombre de quelque chose qui manque, dans les espaces vides où vivaient autrefois des noms. Et maintenant, alors que nous laissons derrière nous les murs de marbre blanc, nous nous tournons vers ceux qui parlent encore par allusion et énigme. Il y a des voix dans ce silence, mais elles ne s'expriment pas clairement. Dans le chapitre 2, nous entrerons dans le monde des Sigillites et du loup. Au tout début de la Grande Croisade, un homme se tenait aux côtés de l'empereur dans presque toutes ses décisions. Ce n'était pas un guerrier, mais il détenait un grand pouvoir. Il s'appelait Malcador le Sigillite,
et il avait la confiance de tous. Il gardait des secrets que peu de gens pouvaient comprendre. Il écoutait plus qu'il ne parlait, et quand il parlait, ses mots avaient du poids. Parfois, il donnait des réponses. D'autres fois, il donnait des avertissements. Parmi les nombreux mystères que Malcador gardait, celui des primarques perdus restait tapi dans son ombre. Il n'expliqua jamais leur sort. Mais il donna des indices, comme pour tester si les autres étaient prêts à entendre. Il parla une fois de frères qui avaient échoué, de légions qui avaient dû être éliminées. Il ne cita pas leur nom. Il se contenta de confirmer que quelque chose avait mal tourné. Quand Malcador disait que certaines vérités pouvaient nuire davantage à l'Imperium que les mensonges, il ne parlait pas à la légère. Il croyait que certaines connaissances devaient rester secrètes, non pas parce qu'elles étaient fausses, mais parce qu'elles étaient dangereuses. Il savait ce que les légions perdues avaient fait, et il savait pourquoi l'empereur avait pris la décision de les effacer. Pourtant, il ne l'avait jamais dit ouvertement. Il s'était simplement assuré que le reste de la galaxie ne poserait pas la question. Il est étrange de voir comment le silence peut faire partie de l'histoire. Comment les lacunes dans les connaissances commencent à sembler normales. Lorsque d'autres essayaient d'interroger Malcador sur la 2e et la 11e Légion, il détournait le regard ou changeait de sujet. Même les primarques, qui dirigeaient des légions entières, parlaient rarement de leurs frères disparus. Ceux qui le faisaient s'interrompaient généralement avant d'en dire trop. C'était comme si un mur avait été érigé autour du sujet. Un mur qui n'était pas fait de pierre, mais de peur et de devoir. Malcador n'était pas le seul à garder le silence. L'empereur lui-même n'a jamais expliqué ce qui s'était passé. Il n'en parlait pas en public. Il ne l'a pas consigné dans les archives. Il a effacé toute trace de ces légions, comme si elles n'avaient jamais existé. Il ne reste que des chiffres, pas d'histoire, pas de nom, juste des espaces vides où la vérité vivait autrefois. Interrogé directement, Malcador répondit un jour que les légions perdues avaient été éliminées, sans détail, sans jugement. Juste que l'affaire avait été réglée. Cette phrase, répétée par ceux qui l'avaient entendue, devint un signe discret de finalité. Non seulement les légions avaient disparu, mais le choix de les oublier avait été rendu définitif. Il est difficile de dire ce que cela signifie pour le reste de l'Imperium. D'un côté, cela peut protéger l'avenir. De l'autre, cela laisse une blessure ouverte. Ceux qui recherchent la vérité aujourd'hui le font dans l'obscurité. Ils rassemblent des rapports épars, des fragments de données étranges et des commentaires cryptiques tirés d'anciens documents. Ils ne se contentent pas de rechercher une histoire. Ils essaient de comprendre pourquoi l'Imperium doit cacher son propre passé. L'idée d'effacer un primarche n'est pas anodine. Ces êtres ont été créés par l'empereur lui-même. Ils ont été conçus pour être des leaders parfaits, le cœur de chaque légion. En supprimer un, c'est admettre un échec que peu de gens peuvent accepter. En supprimer deux, c'est tout autre chose. Et lorsque l'homme chargé de garder les secrets de l'empereur choisit de se taire, le silence devient encore plus puissant. En nous éloignant de l'ombre du Sigillite, nous rencontrons d'autres personnes qui connaissaient les fils perdus. Pas complètement, mais à travers de brèves rencontres et des mots prudents. Ceux qui sont restés ont gardé des souvenirs qu'ils partageaient rarement. Dans le chapitre 3, nous suivons ceux qui ont laissé entrevoir une vérité plus sombre. Certains connaissaient les êtres brisés. Certains ont vu ce qu'ils sont devenus. Tous les primarques ne sont pas restés silencieux. Quelques-uns ont donné des indices prudents.
Ils ne parlaient pas directement des disparus, mais leurs paroles avaient du poids. L'un d'eux était Lorgar, le primarque des Wordbearers. Il cherchait souvent un sens plus profond au plan de l'empereur. Ses pensées s'éloignaient de la simple conquête. Il voulait des réponses. Il étudiait les symboles, parlait avec les forces obscures et remettait en question ce que les autres acceptaient sans douter. Au cours d'un moment de profonde réflexion, Lorgar fit référence à deux frères qui avaient été brisés. Il dit qu'ils avaient été mis au banc, punis avant même que les autres aient compris ce qu'ils avaient fait de mal. Ces mots n'étaient pas clairs, mais le message l'était. Il y avait des primarches qui étaient tombés en disgrâce avant même que l'hérésie ne commence. Ils avaient disparu, non pas dans la rébellion, mais dans le silence. Une autre voix s'éleva, celle de Rus, le roi loup. Ce n'était pas un érudit. Il croyait en l'action, pas aux mots. Pourtant, ses actes racontaient une histoire que peu de gens voulaient affronter. Il avait un jour laissé entendre qu'il avait été envoyé pour s'occuper d'un de ses propres frères. Pas au conseil, mais à la guerre. Si cela était vrai, cela signifiait que l'empereur avait déjà commencé à faire le ménage dans sa propre maison avant même que la galaxie ne se rende compte que quelque chose n'allait pas. L'idée que Ross, l'un des fils les plus loyaux, ait été utilisé pour faire taire un autre est effrayante. Il n'en était pas fier. Il ne se vantait pas de ce genre de choses. Il ne le laissait échapper que lorsqu'il parlait de loyauté, de devoir et de faire ce que les autres ne pouvaient pas faire. S'il avait accompli cette tâche, cela expliquerait pourquoi il n'en reste aucune trace. Une mission finale accomplie sans survivant, sans témoin et sans laisser de nom derrière soi. Ces remarques discrètes donnent forme au silence. Elles ne complètent pas l'histoire, mais elles la dessinent. Si 2 légions ont été éliminées sur ordre de l'empereur, avec l'aide de ses autres fils, alors cette perte n'était pas un accident. C'était une décision. Un choix fait pour protéger quelque chose de plus grand. Mais de quoi exactement, personne ne le dit. L'idée que des frères puissent se retourner les uns contre les autres n'est pas née avec l'hérésie d'Horus. Les graines avaient été semées bien avant. Peut-être que les primarches disparus en étaient les premiers signes. Peut-être que leurs histoires étaient des avertissements que personne n'a écoutés. Au moment où Horus s'est rebellé, l'Imperium avait déjà effacé 2 noms, et ceux qui s'en souvenaient ont choisi de se taire. Certains suggèrent que Lorgar en savait plus qu'il ne l'a jamais dit. Sa chute dans le chaos a été lente, mais semée de questions. Il a vu une galaxie bâtie sur des vérités brisées. Sa foi en l'empereur s'est ébranlée lorsqu'il a appris que certains faits étaient cachés. Peut-être que la perte du second et du 11e l'a poussé à emprunter cette voie. Peut-être que les voir disparaître lui a montré ce que l'Imperium était prêt à faire pour maintenir son contrôle. Et Ross, celui à qui l'on avait confié le soin de s'occuper de ceux qui avaient échoué, porterait ce poids en silence. S'il était le bourreau de l'empereur, alors la perte de ses frères était plus qu'une mission. C'était un fardeau qu'il n'a jamais abandonné. Au fur et à mesure que nous avançons, nous passons du peu qui a été dit à ce qui aurait pu se passer. Les théories se développent là où les réponses manquent. Certains pensent que les légions perdues sont tombées dans le chaos. D'autres croient qu'elles étaient trop dangereuses pour être contrôlées. Dans le chapitre 4, nous entrons dans cette incertitude. Nous explorons les raisons possibles de leur disparition, non pas à travers des affirmations bruyantes, mais à travers une réflexion approfondie. Dans une galaxie aussi vaste que la nôtre, avec des armées qui s'étendent à travers les étoiles et des dirigeants qui commandent des mondes entiers, il semble étrange que 2 légions aient pu simplement disparaître.
Pas de débris, pas de bataille finale, pas de dernier combat. Pourtant, c'est ce que nous dit l'Imperium, ou plutôt, ce qu'il refuse de dire. La question n'est pas seulement de savoir ce qui est arrivé à la 2e et à la 11e Légion, mais pourquoi elles ont été retirées. Les raisons ne sont consignées dans aucun livre. Il ne reste que des fragments, des récits incomplets, des suggestions éparses. L'une des hypothèses les plus courantes est que les primarches disparus se sont rebellés. Pas comme Horus, pas dans le cadre d'une grande trahison, mais peut-être à plus petite échelle. Peut-être ont-ils remis en question les ordres, peut-être sont-ils allés trop loin, peut-être ont-ils refusé de suivre la voie de l'empereur. Cela seul aurait pu leur valoir d'être éliminés. Une autre idée veut que les fils perdus ne soient pas tombés dans la rébellion, mais dans la faiblesse. Ils n'étaient pas assez forts, pas assez purs, pas assez stables pour diriger. Certains disent que leur légion était imparfaite dès le départ, que leur semence génétique portait en elle quelque chose de mauvais. Et lorsque cette imperfection a commencé à se propager, l'empereur a dû agir. Ce n'était pas la première fois qu'un projet était abandonné pour éviter une catastrophe. Puis, il y a les rumeurs de chaos, des voix dans le warp qui auraient parlé trop tôt aux légions perdues, avant que la galaxie ne soit prête, avant que quiconque ne sache ce que ces murmures pouvaient devenir. Si la 2e ou la 11e Légion les avait écoutés, ne serait-ce qu'un instant, le prix à payer aurait pu être trop élevé. L'empereur aurait pu y voir une menace trop dangereuse pour être tolérée, une menace qui devait être éliminée avant de se propager. Certains pensent que les 2 légions ont découvert quelque chose qu'elles n'auraient pas dû. Peut-être s'agissait-il d'une vérité sur l'empereur lui-même, un secret caché sous Terra, une faille dans le grand plan. Et une fois qu'elles l'ont su, elles sont devenues un risque. Non pas parce qu'elles étaient mauvaises, mais parce qu'elles voyaient ce que les autres ne pouvaient pas voir. Dans ce cas, l'effacement n'était pas une punition. C'était une protection. Pas pour elles, mais pour le reste de l'Imperium. On peut également penser qu'il n'y avait pas qu'une seule raison, mais plutôt plusieurs petites raisons. Une série d'erreurs, un lent effondrement. Et au final, l'empereur a fait un choix. Il n'a pas seulement éliminé ses fils, il a effacé leurs légions, leurs honneurs, leurs souvenirs. Il leur a enlevé tout ce qui leur donnait du poids. Et ce faisant, il a empêché d'autres de suivre leur exemple. La manière dont cela a été fait en dit long. Cela s'est fait dans le calme, rapidement, complètement. Il n'y a pas eu de procès public, aucun exemple n'a été donné. Seul le silence a régné. Cela suggère la honte, la peur, ou le besoin d'aller de l'avant sans attirer l'attention. Cela nous indique que l'acte lui-même était peut-être aussi sombre que la raison qui le sous-tendait. Quand on regarde ce que l'Imperium choisit de cacher, on commence à voir un schéma se dessiner. Il ne craint pas la guerre. Il ne craint pas le sang. Ce qu'il craint, c'est l'incertitude, le doute. Tout ce qui pourrait fissurer l'armure de la foi. La suppression de 2 légions n'était pas seulement une question de discipline. Il s'agissait de contrôle, de s'assurer que l'histoire reste propre. Et pourtant, malgré tous les efforts, les lacunes persistent. Le silence s'installe. Les gens posent des questions non pas parce qu'ils attendent des réponses, mais parce que le silence les attire. Dans le chapitre Phi, nous entrons dans les salles de ceux qui consignent l'histoire. Nous voyons comment les noms manquants laissent des traces. Même lorsque la vérité est cachée, elle laisse une empreinte trop grande pour être ignorée. Au cœur de Terra,
Il existe des caveaux qui s'étendent profondément sous la surface. Ils renferment des archives qui remontent à des milliers d'années, des parchemins, des tablettes de données, des pierres gravées de langues qui ne sont plus parlées. Ces archives sont gardées par l'Adeptus Administratum, les bibliothécaires de l'Imperium. Leur travail consiste à préserver l'histoire, à préserver la vérité, ou du moins, la vérité telle que l'Imperium la permet. Lorsque vous parcourez ces couloirs, vous pouvez voir la forme de ce qui s'y trouvait autrefois. Certaines étagères sont vides. Ce n'est pas un accident, ce n'est pas dû à la dégradation. Elles ont été vidées intentionnellement. Certains dossiers ont été effacés, mais l'espace qu'ils occupaient auparavant est facile à remarquer. Toutes les pertes ne peuvent pas être cachées. Parfois, l'absence fait partie du tableau. Certaines entrées dans les anciens registres s'arrêtent brusquement. Elles commencent de manière prometteuse, avec des notes détaillées sur les nouvelles légions, les méthodes d'entraînement, les batailles livrées. Puis elles s'interrompent, sans conclusion, sans échec, juste le vide, aucune explication, aucun chapitre de conclusion. C'est comme voir une histoire disparaître au milieu d'une phrase. Ce n'est pas la perte d'informations qui importe le plus. C'est la décision de ne pas les remplacer. Lorsque l'on interroge les scribes au sujet de ces parties manquantes, ils donnent peu de réponses. Certains disent que les données ont été perdues pendant l'âge des conflits. D'autres affirment qu'elles ont été supprimées pour protéger l'Imperium. Ces raisons ne concordent pas toujours. Elles varient d'un endroit à l'autre, d'une voie à l'autre. Ce genre d'incohérence n'est pas le fruit du hasard. C'est le résultat d'une conception minutieuse. Même le Mechanicus, avec ses banques de mémoire profondes et ses systèmes logiques, présente des lacunes. Ses archives indiquent que 2 légions ont été retirées de son ordre de bataille. Leurs symboles ont disparu. Leurs noms sont simplement marqués comme scellés. Personne n'ose remettre cela en question. Le silence est respecté comme faisant partie d'un schéma plus vaste. Un schéma qui dépasse la logique. Un schéma fondé sur l'obéissance et non sur le choix. Certains des plus anciens serviteurs fredonnent encore des données dans des recoins oubliés. Et parfois, leur discours incohérent comprend des chiffres qui n'ont pas leur place, des noms qui ne figurent pas dans l'index, des mots prononcés une seule fois. Il est possible qu'il s'agisse d'erreurs, mais il est tout aussi probable qu'il s'agisse d'échos de vérité qui ont autrefois existé. Parmi les inquisiteurs, certains collectionnent les histoires interdites. Certains ont récupéré des fragments de journaux de campagne anciens. Ils mentionnent 2 légions opérant en dehors de la chaîne de commandement habituelle. Ces légions sont parfois désignées par des noms vagues. La lame vide, les fils oubliés. Chaque fois, le récit se termine de la même manière. L'entrée est coupée, la source est détruite, le souvenir est enterré. Ce schéma se répète dans différentes archives. Les mêmes chapitres ont disparu. Les mêmes dates sont recouvertes de brouillard. Il ne s'agit pas d'un simple acte de suppression. C'est un effort à l'échelle de la galaxie. Un silence s'est répandu à tous les niveaux de la connaissance impériale. Il ne s'agit pas seulement de suppression, mais aussi de prévention. Un mur qui n'a pas été construit en une nuit. Un tel niveau d'effacement nécessite un accord, pas seulement celui des scribes et des clercs, mais celui des plus hautes autorités, celui de l'empereur, celui des gardiens, celui de ceux qui connaissaient le prix à payer pour garder de tels secrets. Et malgré toutes ces précautions, les questions n'ont jamais disparu. Elles vivent dans l'esprit des érudits, dans les rêves des Space Marines, dans les notes qui sont encore copiées avant de disparaître.
Quand un nom est oublié, il ne reste pas toujours enfoui. Parfois, il grandit dans le silence. Dans le chapitre 16, nous quittons Terra et nous nous dirigeons vers les confins de l'espace connu, vers des légendes qui parlent de légions perdues, non pas à cause de la mort, mais à cause de l'exil. Certains croient que les disparus existent toujours, cachés, dans l'attente, ou changés. Au-delà des étoiles cartographiées par l'Imperium, se trouve une région qu'aucune carte ne peut représenter. Le warp n'est pas l'espace, ce n'est pas le temps. C'est un courant de chaos où la pensée prend forme et où la vérité devient brume. Il relie tous les mondes, mais n'appartient à aucun. C'est là que certains croient que les légions perdues ont pu se réfugier. Elles n'ont pas été détruites. Elles n'ont pas été effacées. Elles se cachent dans les replis entre la réalité et le rêve. Au cours de leur long voyage, certains vaisseaux ont capté d'étranges signaux, des voix sans origine, des cris de guerre dans des dialectes oubliés. Ces rapports sont rares et espacés. La plupart sont ignorés. Mais les détails reviennent sans cesse. Des histoires de vaisseaux marqués de symboles inconnus, des guerriers portant des armures qui ne correspondent à aucun chapitre connu, des légions se déplaçant en silence, aperçues une seule fois, puis jamais plus. Certains rogue traders tiennent des journaux que personne d'autre n'est autorisé à lire. On y trouve des mentions de rencontres avec des personnages qui ne devraient pas exister. Ils parlent d'armées disciplinées apparaissant dans des endroits où aucune force impériale n'a été envoyée, des unités qui ne répondent pas aux appels, des soldats qui disparaissent dès qu'on les suit. Ce ne sont pas des pillards chaotiques. Ils se déplacent avec ordre, comme s'ils suivaient des ordres oubliés depuis longtemps par le reste de la galaxie. Il est possible que les seconds et 11e n'aient pas été punis de mort. Ils ont peut-être été exilés, chassés avec leur légion pour errer aux confins de l'espace. Si cela est vrai, cela expliquerait leur silence. Cela signifierait que l'empereur n'a pas mis fin à leur histoire. Il l'a simplement éloigné de notre vue. Ce type d'exil serait pire que la destruction. Une lente disparition de leur raison d'être. Certains croient que ces légions fantômes restent fidèles à leurs derniers ordres, qu'elles accomplissent leur mission sans savoir que l'Imperium ne les observe plus, qu'elles mènent des guerres contre des ennemis morts depuis longtemps, qu'elles suivent des ordres qui résonnent encore dans leur esprit. Si cela est vrai, alors quelque part au-delà du vide, le passé continue de respirer. Il existe une autre théorie, plus étrange encore. Certains disent que les légions perdues ont été emportées par le warp lui-même, pas transformées en chaos, mais prises dans ses courants, changées par le temps et la pensée, transformées par l'espace même qui les a englouties. Si tel est le cas, elles ne sont peut-être plus ce qu'elles étaient. Elles sont peut-être devenues quelque chose d'autre, ni loyales, ni hérétiques. Quelque chose entre les deux. Peu de gens partagent ces pensées. L'Imperium n'autorise pas les discussions ouvertes sur ce sujet. Mais ceux qui servent près de l'œil de la terreur ou près du Maelstrom rapportent parfois des visions. Pas toujours des démons, parfois des hommes. Des compagnies entières marchant en formation. Des armures sans couleur de chapitre. Des visages sans nom, puis plus rien. Il n'y a aucune preuve, seulement des fragments. Mais même des fragments peuvent donner naissance à des croyances. Le warp ne détruit pas tout. Il maintient parfois les choses en place, les étirant à travers les années et les systèmes. Si les légions perdues sont entrées dans cet endroit, elles sont peut-être encore là-bas, changées.
silencieuse, observant. Lorsque nous nous demandons ce qu'il est advenu des fils perdus, les réponses ne viennent pas toujours sous forme de données ou de témoignages. Parfois, elles viennent dans nos rêves. Dans le chapitre 7, nous quittons les confins de l'espace pour revenir au cœur de l'Impérium. Nous ne nous intéressons pas aux légions disparues, mais à l'homme qui les a créées. L'empereur n'a pas parlé d'échec. Pourtant, ce qu'il a choisi d'effacer en dit peut-être plus long que tous les mots. L'empereur de l'humanité se tient au centre de l'Impérium. Il n'est pas seulement un souverain. Il est un symbole d'unité, de force et de volonté divine. Son image se trouve sur tous les mondes. Son nom est prononcé avec révérence. Pourtant, même la lumière la plus forte peut projeter une longue ombre. Le silence qui entoure les primarches disparus fait peut-être partie de cette ombre. Une décision prise non pas par pouvoir, mais par peur, ou peut-être par culpabilité. La création des primarches fut la plus grande réussite de l'empereur. Chacun d'entre eux fut façonné avec soin, destiné à diriger et à inspirer. Ils étaient plus que des guerriers. Ils étaient ses fils. Ils étaient censés être parfaits. Mais la perfection n'est pas facile à contrôler. Chaque primarche développa des traits de caractère forts, mais aussi imprévisibles. Certains étaient fiers, d'autres étaient distants. Certains voyaient plus qu'ils n'auraient dû. Et deux d'entre eux, peut-être, avaient des défauts que l'empereur ne pouvait corriger. Lorsque le 2e et le 11e ont montré des signes de dissidence, l'empereur a dû faire un choix, les corriger et risquer l'échec devant tous, ou les éliminer et préserver l'image d'une unité forte. S'il choisissait la 2e option, le prix à payer serait élevé. Il ne perdrait pas seulement des fils. Il devrait effacer une partie de son œuvre. Ce n'est pas une mince affaire pour un être qui se considère comme infaillible. Il est probable que l'empereur ait envisagé le long avenir de l'humanité. Il a peut-être estimé que préserver l'intégrité de l'Impérium était plus important que de garder tous ses fils près de lui. Néanmoins, le fait de destituer 2 légions en dit long. Cela montre que même celui qui était considéré comme infaillible a dû faire des choix dont il ne voulait pas qu'on se souvienne. Les custodians qui servent l'empereur au plus près ne parlent pas des disparus. Mais dans certains documents anciens, il existe des traces de missions qui ont été scellées, des actions menées à l'insu du public. Il s'agit peut-être des mesures discrètes qui ont été nécessaires pour éliminer la 2e et la 11e légion. Des missions qui n'avaient pas pour but la gloire, mais le silence. Ce silence ne protège pas seulement l'Impérium, il protège l'empereur lui-même. Si le public voyait que même lui pouvait avoir des fils qui échouaient, alors le poids de la croyance pourrait s'affaiblir. La foi maintient l'Impérium plus que la vérité. Cette foi repose sur l'idée que l'empereur n'a jamais commis d'erreur, que tout ce qu'il fait est parfait et juste. Si cette idée s'effondre, toute la structure qui l'entoure s'effondre avec elle. Cela nous amène à une question que beaucoup craignent de poser. L'empereur a-t-il effacé les légions perdues à cause de ce qu'elles ont fait, ou à cause de ce qu'il leur a fait? Si elles ont été victimes d'un jugement sévère, si elles ont été détruites non pas pour avoir rebellé, mais pour avoir été différentes, alors cet acte devient plus sombre. Il s'agit moins de protection que d'orgueil. Même si les légions perdues ont échoué, même si elles se sont égarées, elles n'en restaient pas moins ses créations, ses fils. Les détruire complètement, effacer leur nom, leur légion, leur place dans l'histoire, témoigne d'un besoin non seulement de punir, mais aussi d'oublier. Ce genre d'oubli n'est jamais propre, il laisse des traces.
dans les archives, dans la mémoire, dans le cœur de ceux qui ont connu. L'impérium ne découvrira peut-être jamais ce qui s'est réellement passé. Mais le fait de cacher la vérité en dit long. Il témoigne de la douleur, de la perte, de décisions trop lourdes à porter au grand jour. Dans le chapitre 8, nous rassemblerons les dernières pièces du puzzle. Non pas à partir de ce qui a été dit, mais à partir de ce qui subsiste, à partir des échos qui n'ont jamais disparu. Quand un nom est effacé de la pierre, cela ne signifie pas que le souvenir a disparu. Quand un document est brûlé, cela ne signifie pas que la vérité disparaît. Il reste toujours quelque chose. Une marque sur le mur, un vide dans une liste, un silence qui attire l'attention. Les primarches disparus ont peut-être disparu, mais ils ont laissé derrière eux plus que ce à quoi s'attendait l'Impérium. Leur absence continue d'influencer la façon dont les gens pensent. Elle soulève encore des questions auxquelles personne n'ose répondre directement. Certains chapitres des Space Marines se comportent de manière étrange lorsqu'on les interroge sur leurs origines. La plupart sont fiers de leur primarque. Ils portent leur nom au combat. Ils arborent leur couleur avec fierté. Mais quelques-uns ne donnent aucun nom. Ils ne font référence à personne. Ils ne parlent que de devoir et de silence. Cela ne prouve pas qu'ils appartiennent aux légions perdues. Mais cela donne à réfléchir. Si un chapitre ne peut nommer son père, peut-être que ce père n'était pas destiné à être rappelé. On trouve également d'étranges pièces d'équipement de guerre à des endroits où elles ne devraient pas se trouver. Des reliques portant des marques qui n'existent dans aucun chapitre actuel. Des pièces d'armure avec des symboles qui ne correspondent à rien de connu. Ces objets sont rares. Lorsqu'ils apparaissent, ils sont souvent rapidement récupérés par les inquisiteurs ou cachés par le Mechanicus. Ce n'est pas parce qu'ils sont dangereux, c'est parce qu'ils ne cadrent pas. Ils proviennent d'une histoire qui n'est pas censée exister. Parmi les Psykers de l'Impérium, certains parlent de rêves remplis de voix qu'ils ne peuvent nommer, de visions de batailles qui n'ont pas été consignées, de légions combattant sous des bannières que personne ne reconnaît. Ces rêves surviennent sans avertissement. Certains y voient des avertissements. D'autres y voient des souvenirs issus du Warp. Si cela est vrai, alors les légions perdues ont toujours une voix qui traverse le temps sans forme. Certaines théories affirment que les primarches perdus pourraient revenir un jour, qu'ils n'ont pas été détruits, mais seulement cachés, qu'ils attendent le moment propice, une crise si grave que même les outils oubliés devront être réutilisés. C'est une idée discrète. Elle n'est pas évoquée dans les salles de commandement, mais dans les coins sombres, dans l'esprit de ceux qui regardent trop loin. Si l'empereur les a laissés dans le silence pour préserver l'ordre, brisera-t-il ce silence pour sauver à nouveau l'Impérium? Certains croient même que les légions n'ont jamais été perdues, qu'elles ont changé de nom, changé de couleur et se sont fondues dans d'autres parties de l'Impérium, que la vérité est cachée à la vue de tous. Si cela est vrai, alors ce ne sont pas des fantômes, ce sont des ombres à nos côtés. Elles observent, elles servent, elles ont choisi le silence. Les échos laissés par les fils perdus ne sont pas forts. On ne les trouve pas dans les grands discours ou les monuments. On les trouve dans les endroits calmes, dans l'hésitation avant qu'une question ne soit posée, dans les marques qui ne correspondent pas, dans le sentiment qu'il manque quelque chose, même si personne ne l'admet. Nous avons traversé ce mystère ensemble, non pas pour le résoudre complètement, mais pour comprendre sa profondeur. Les primarques perdus sont plus qu'un secret.
Ils sont le reflet de ce que l'Imperium craint le plus. L'idée que même la perfection peut se briser, que même la main la plus forte doit parfois effacer ses traces. Alors que nous quittons cette partie de l'histoire, nous passons à une autre énigme. Pas un silence, mais une question. Un chapitre de guerriers sans passé connu, des frères sans père, des chercheurs de connaissances oubliés. Dans le chapitre 9, nous entrons dans le monde des Blood Ravens. Leur mystère est différent, mais tout aussi profond. Les Blood Ravens ne sont pas comme la plupart des autres chapitres de Space Marines. Ils ne se vantent pas d'avoir des origines claires. Ils n'honorent pas de primarches connus. Leur passé est obscur, rempli de suppositions et de notes éparses. Leur présent, cependant, est beaucoup plus visible. Ils se battent avec habileté. Ils se déplacent avec discipline. Ils accordent plus de valeur à la connaissance que la plupart des autres. Et pourtant, la question demeure. Qui les a créés? Ils sont un chapitre conforme au Codex. Ils portent fièrement leur armure cramoisie et blanche. Leur symbole, une goutte de sang ailée, a une grande importance. Mais lorsqu'on leur demande d'où ils viennent, leur réponse reste vague. Leur fondation est simplement mentionnée comme inconnue. L'origine de leur génotype est marquée comme incertaine. Même dans les archives de l'Adeptus Terra, leur nom apparaît sans explication complète. Ce n'est pas normal. Les chapitres de Space Marine sont construits avec soin. Leur lignée génétique est enregistrée. Leur histoire est partagée. Ils connaissent leur père. Ils connaissent les batailles qui les ont forgés. Les Blood Ravens n'ont rien de tout cela. Ils sont apparus à la fin du 37e millénaire, déjà entraînés, déjà structurés, mais sans aucune trace de ceux qui les ont envoyés. C'est là que le mystère commence. Leur comportement ajoute encore au mystère. Ils ne se battent pas uniquement pour gagner des batailles. Ils recherchent de la connaissance, pas seulement celle de leurs ennemis, mais aussi celle de l'histoire, des reliques et des vérités oubliées. Leurs bibliothécaires occupent une place centrale dans leur commandement. Ils détiennent plus de pouvoir que la plupart des chapitres ne le permettent. Certains disent que cette obsession des secrets fait partie de leur conception, qu'ils ont été créés non seulement pour être des guerriers, mais aussi des chercheurs, des gardiens de vérité que d'autres étaient destinés à oublier. Au combat, ils collectent des artefacts. Une fois la guerre terminée, ils restent sur place pour fouiller les ruines. Ils ont retrouvé des textes plus anciens que leurs propres chapitres. Ils parlent des événements passés avec une profondeur qui suggère plus que de la simple curiosité. Cela suggère un lien, un besoin non seulement de savoir, mais aussi de se souvenir de quelque chose qui a été perdu, quelque chose qu'ils ne peuvent nommer. Certains signes indiquent que même au sein de leur rang, certains ne connaissent pas toute la vérité. Leur direction a souvent changé. Certains commandants ont poussé leurs recherches plus loin que d'autres. Certains ont disparu au cours de longues quêtes. Le chapitre a survécu à de grandes pertes, y compris des compagnies entières. Pourtant, il reste toujours en reconstruction, toujours en quête. Les Blood Ravens ont également combattu aux côtés de l'Inquisition. Ce n'est pas rare en soi. Ce qui est étrange, c'est la fréquence à laquelle on les voit près de secrets, près de sites d'anciens pouvoirs, près de ruines que l'Imperium garde scellées. Ces schémas soulèvent des questions. Sont-ils simplement attirés par ces lieux, ou ont-ils été créés pour les garder? L'Imperium ne parle pas de l'origine du chapitre. Certains pensent que c'est parce que même les hauts seigneurs l'ignorent. D'autres pensent que c'est parce qu'ils en savent trop, que la vérité est liée à des événements longtemps cachés, des événements qui ne doivent pas être nommés.
Si les Blood Ravens ont été créés à partir d'une source interdite, leur loyauté devient quelque chose de délicat. Un fil qui ne peut être coupé, mais auquel on ne peut pas non plus faire entièrement confiance. Lorsque nous regardons les Blood Ravens, nous voyons plus qu'une force de combat. Nous voyons une question qui prend forme, une énigme en armure rouge. Leur force est évidente, leur but ne l'est pas, et cela seul les distingue. Dans le chapitre X, nous remontons au début de leur histoire connue, un lieu façonné par les tempêtes Warp et la lumière déclinante, le moment où ils sont sortis de l'ombre pour apparaître aux yeux de l'Imperium. Ce qui s'est passé avant cela reste inconnu, mais même l'inconnu laisse des traces. La première apparition confirmée des Blood Ravens remonte à la fin du 37e millénaire. Avant cela, les archives sont muettes. La galaxie était instable. Des tempêtes Warp avaient coupé des secteurs entiers. De nombreuses planètes avaient perdu le contact avec Terra. Voyager entre les systèmes était devenu risqué. C'est pendant cette période de chaos que les Blood Ravens sont arrivés. Au complet. Entièrement armés, sans aucune trace de leur passé. Ils ne sont pas apparus comme des novices, mais comme une force complète. Leur armure était marquée. Leur hiérarchie était en place. Leur doctrine suivait le codex, mais avec quelques différences. Ils mettaient l'accent sur la force psychique. Leurs bibliothécaires occupaient des rôles de commandement. Leur mission n'était pas seulement axée sur la conquête, mais aussi sur la connaissance. Ces traits étaient présents dès le début. Cela suggère qu'ils ont été formés avec soin, mais personne ne sait par qui. La région où ils sont apparus avait été coupée du Warp pendant des générations. Lorsque les tempêtes se sont calmées, les Blood Ravens étaient déjà actifs. Ils avaient établi une base. Ils avaient combattu des ennemis que l'Imperium n'avait encore jamais vus. Certains pensaient qu'il s'agissait d'un chapitre perdu qui était revenu. D'autres pensaient qu'ils étaient quelque chose de nouveau. Aucune de ces réponses n'apportait de clarification. Ce qui rendait cela encore plus étrange était l'absence de traces dans les archives de l'Administratum. Les nouveaux chapitres sont toujours enregistrés. L'origine de leur génétique est toujours connue. Mais pour les Blood Ravens, il n'y avait aucune entrée correspondante, aucune mention de leur fondation dans les archives des Hauts Seigneurs, aucune source connue pour leur génétique. L'Adeptus Mechanicus ne pouvait pas retracer les modèles de leurs implants. Tout indiquait un début qui ne respectait pas la loi impériale. Certains pensaient que les archives avaient été perdues pendant les tempêtes Warp, que les documents avaient brûlé pendant que la galaxie se transformait. Mais cela n'expliquait pas leur comportement. Leur première campagne montrait qu'ils s'intéressaient particulièrement aux ruines anciennes, aux avant-postes oubliés, aux coffres cachés. Ils semblaient savoir où chercher, comme s'ils avaient des cartes que personne d'autre n'avait vues. Ce genre de connaissances ne vient pas du chaos. Elles viennent d'une planification minutieuse. Des fragments d'écrits trouvés lors de leur première mission font état d'une mission de gardiennage. Ils auraient été placés là pour protéger des choses, pas des personnes, pas des planètes, mais des connaissances, des artefacts, des archives. Comme si leur but n'était pas de gagner des batailles, mais d'empêcher certaines vérités de disparaître ou d'être découvertes. Ce rôle n'a jamais été déclaré ouvertement, mais leurs actions l'ont démontré à maintes reprises. Ils choisissaient des missions que les autres négligeaient. Ils se battaient pour des endroits qui n'avaient que peu de valeur, à moins de s'intéresser à l'histoire. Ce schéma s'est répété à chaque campagne, et les questions se sont multipliées. Pourquoi avaient-ils été envoyés dans une région aussi reculée de l'espace? Qui leur avait donné leurs premiers ordres?
Pourquoi n'avaient-ils jamais parlé de leur fondation? Certains disent qu'ils ne savent pas, que leur propre passé est un mystère pour eux. D'autres pensent qu'ils savent, mais qu'ils ont juré de le garder secret. Quoi qu'il en soit, le silence qui entoure leur création reflète celui qui entourait les légions perdues. Il est possible que le Warp lui-même ait joué un rôle, que le chapitre en soit sorti transformé, formé dans des lieux hors du temps, renvoyé sans explication. Si tel est le cas, alors ils sont plus qu'un chapitre perdu. Ils sont un chapitre façonné par quelque chose qui dépasse la raison. En y regardant de plus près, des similitudes commencent à apparaître. Des schémas qui relient les Blood Ravens à un passé qu'ils ne nomment jamais. Dans le chapitre 11, nous nous tournons vers un autre chapitre connu pour son savoir, une légion brisée par le temps, un primarche perdu à cause de son orgueil et de son pouvoir. Nous nous tournons maintenant vers les Thousand Sons. Pour comprendre les Blood Ravens, nous devons nous intéresser aux Thousand Sons. Ils faisaient partie des premières légions de Space Marines, nées de la semence génétique du primarche Magnus le Rouge. Connus pour leur force psychique et leur soif de connaissance, ils étaient différents dès le début. Ils ne se battaient pas seulement avec des armes, ils utilisaient le Warp, ils lisaient les courants du temps, ils cherchaient des réponses dans des endroits que les autres craignaient. Les Thousand Sons étaient attirés par les textes interdits. Ils croyaient que comprendre le Warp était le seul moyen de protéger l'humanité contre lui. Cette croyance devint leur malédiction. Lorsque le Conseil de Nicée interdit l'utilisation des pouvoirs psychiques, les Thousand Sons furent accusés. Malgré leur loyauté et leurs efforts pour servir, ils furent bannis. Peu de temps après, ils tombèrent dans le chaos et suivirent Magnus dans l'œil de la terreur. L'histoire des Blood Ravens est un étrange miroir de cette chute. Comme les Thousand Sons, ils sont attirés par la connaissance. Leurs bibliothécaires occupent des rangs élevés. Ils collectionnent des reliques et des secrets, non seulement pour la victoire, mais aussi pour les étudier. Leur dévouement à la recherche de la vérité est fort, parfois plus fort que leur loyauté envers le commandement impérial. Ces traits reflètent ce qu'étaient les Thousand Sons avant leur chute. Leurs couleurs font écho à ce même schéma, le rouge profond de leur armure, les bordures dorées de leurs casques et de leurs épaulières. Bien qu'elles ne soient pas identiques, cette similitude visuelle a soulevé des questions. Plus d'un érudit a remarqué cette correspondance. Plus d'un scribe s'est demandé si ce lien était plus profond que la peinture. Il existe également des expressions communes. Certains mots utilisés dans les rituels des Blood Ravens correspondent à d'anciennes expressions autrefois utilisées par les Thousand Sons. Pas beaucoup, juste quelques-uns. Mais même quelques-uns peuvent révéler des similitudes, surtout lorsque ces mots ne se trouvent nulle part ailleurs. Si les Blood Ravens ont été créés à partir des gènes des Thousand Sons, alors ils porteraient une partie de cet héritage. Cela expliquerait leur concentration psychique, leur désir de protéger des textes anciens, leur origine étrange. Mais si cela est vrai, cela signifie également qu'ils ont été créés à partir d'une lignée traîtresse. Une lignée déclarée corrompue. C'est un secret que l'Imperium ne laisserait jamais éclater au grand jour. Cela transformerait la confiance en doute, la foi en peur. Certains pensent que les Blood Ravens ont été créés en secret, que quelqu'un a utilisé des gènes récupérés sur les Thousand Sons pour former un nouveau chapitre. Non pas pour répéter le passé, mais pour le réparer, pour créer une version qui resterait loyale, une version capable de protéger les connaissances que l'on ne pouvait confier à personne d'autre. D'autres croient qu'ils sont des survivants,
que lorsque les Thousand Sons ont fui vers l'œil de la terreur, tous ne les ont pas suivis. Une partie d'entre eux serait restée derrière, loyale, silencieuse. Et au fil du temps, elle aurait formé quelque chose de nouveau. Un chapitre né d'un passé brisé, mais façonné par un but. Ces idées ne sont pas acceptées ouvertement. Elles vivent dans des théories chuchotées, dans des recherches minutieuses enfermées derrière des portes blindées. Mais les similitudes demeurent. Elles ne prouvent pas que les Blood Ravens descendent des Thousand Sons, mais elles suggèrent une conception commune, un chemin tracé par les mêmes mains. Les Blood Ravens ne parlent pas de ces liens. S'ils les connaissent, ils les gardent secrets. S'ils ne les connaissent pas, leurs actions font toujours écho à cette légion perdue. Dans le chapitre 12, nous suivrons de plus près les bibliothécaires, leur rôle, leur pouvoir, leurs secrets. Nous verrons jusqu'où va leur soif de connaissance, et si c'est un don ou un avertissement. Dans les couloirs d'un croiseur d'attaque des Blood Ravens, le bruit le plus fort est souvent le silence. Pas le silence du repos, le silence de la réflexion. Des esprits qui explorent des lieux que les autres évitent. Au centre de ce silence se trouve le Librarius. Ce n'est pas un endroit où sont conservés des parchemins et de simples archives. C'est le cœur du pouvoir du chapitre. C'est là que les bibliothécaires étudient le Warp. Pas seulement pour combattre, mais pour comprendre. Pas pour détruire, mais pour savoir. Contrairement à la plupart des chapitres, où les Psykers servent sous les ordres, les Blood Ravens leur accordent un rang élevé. Beaucoup de leurs chefs ont été bibliothécaires. Certains ont détenu à la fois la sagesse et le commandement. La frontière entre guerriers et érudits est floue ici. Leur esprit est entraîné à naviguer à la fois dans la logique et le mystère. Le Warp est dangereux, mais pour eux, il est aussi familier. Ils ne craignent pas l'inconnu. Ils le collectionnent. Chaque campagne se termine non seulement par une victoire, mais aussi par une découverte. Ils rassemblent les reliques laissées par d'autres dans les ruines. Ils étudient des textes dont l'origine est inconnue. Ils posent des questions même lorsque les réponses sont risquées. Le Warp s'exprime par des symboles et des pressions. Les bibliothécaires l'écoutent sans broncher. Certains étrangers pensent que l'obsession du chapitre pour la connaissance a un prix. Que plus ils apprennent, plus ils risquent de se perdre. Mais les Blood Ravens ne sont pas d'accord. Ils croient que le véritable danger réside dans l'ignorance, dans le fait de laisser un pouvoir ancien sans surveillance. Leurs bibliothécaires ne sont pas seulement des gardiens du savoir, ce sont des sentinelles. Ils protègent des vérités trop tranchantes pour être laissées à découvert. Leurs coffres renferment des objets qui ne figurent dans aucun registre officiel, des appareils trop anciens pour être identifiés, des livres écrits dans des langues inutilisées par l'Imperium, des sceaux brisés il y a longtemps et soigneusement refaits. Ces objets ne sont pas toujours utilisés. Parfois, ils sont simplement conservés, préservés avec soin, stockés sous plusieurs couches de précaution. Parmi les bibliothécaires eux-mêmes, tous ne s'accordent pas sur la portée que doit avoir cette quête. Certains pensent qu'il existe des limites à ne jamais franchir. D'autres estiment que toute vérité a de la valeur, quel qu'en soit le prix. Cette divergence crée des tensions, un conflit silencieux qui débouche rarement sur des désaccords ouverts. Pourtant, la pression monte à chaque nouvelle découverte. Les bibliothécaires les plus doués du chapitre ont disparu dans des circonstances étranges. Certains ont péri au combat, d'autres ont disparu lors de recherches approfondies dans des mondes anciens. L'un d'eux a été vu pour la dernière fois près d'une crypte scellée depuis la Grande Croisade. Ses derniers mots n'ont pas été enregistrés.
Seul le silence a suivi. Malgré ces risques, les Blood Ravens continuent. Ils ne cessent de collecter. Ils ne cessent de chercher. C'est plus qu'une tradition. C'est une raison d'être. Les bibliothécaires ressentent une attraction. Elle ne vient pas d'ordre. Elle vient de quelque chose de plus profond. Certains disent que c'est l'instinct. D'autres appellent cela la mémoire. Quoi qu'il en soit, cela les pousse à aller de l'avant. Cette soif n'est pas toujours exprimée. Elle se manifeste dans leur façon de se déplacer dans les ruines, dans la manière dont ils étudient un seul fragment pendant des heures, dans leur regard qui semble se perdre au-delà de la pièce. Ils ne sont pas perdus dans le warp. Ils sont à l'écoute, à l'affût d'échos, d'avertissements, de noms oubliés. Leur pouvoir est réel, leur discipline est forte, mais ils marchent près d'une ligne que les autres craignent de franchir. Cette ligne n'est pas toujours claire, parfois elle bouge, et quand c'est le cas, le passé commence à se rapprocher. Dans le chapitre 13, nous explorons les étranges reliques qu'ils ont récupérées, des objets plus anciens que leur chapitre, des marques qui font allusion à des origines enfouies sous des couches de déni. La galaxie est remplie de ruines, des temples détruits par le temps, des archives réduites en poussière, des mondes oubliés des cartes et de la mémoire. Mais le silence qui règne ne signifie pas que l'histoire est terminée. À certains endroits, le silence écoute. Il renferme ce que d'autres ont choisi d'oublier. Dans ce silence, deux ombres subsistent, les Légions perdues et les Blood Ravens, séparés par le temps, liés par l'absence, tous deux façonnés par ce qui ne peut être nommé. Les 2e et 11e Primarches ont été rayés non seulement de l'histoire, mais aussi de la mémoire. Leurs noms ont été effacés, leurs bannières ont disparu. Pourtant, la trace de leur perte n'a jamais disparu. Les salles qu'ils occupaient autrefois sont toujours là. Les lacunes dans les archives sont toujours là. La prudence dont faisaient preuve leurs frères est toujours là. Leur histoire n'est pas racontée avec des mots. Elle est racontée à travers ce qui a été omis. Les Blood Ravens évoluent dans un silence différent. Ce n'est pas un silence imposé de l'extérieur, mais choisi de l'intérieur. Ils ne revendiquent pas de Primarche. Ils n'ont pas de fondateur. Ils recherchent ce que les autres ont laissé enfoui. Leur silence a un but, non pas d'effacer, mais de protéger, peut-être même de se repentir. Ces deux histoires se côtoient, les fils perdus qui ont peut-être échoué, et le chapitre qui perpétue peut-être leur mémoire, pas par leur nom, par leurs actions, par leur façon de se mouvoir dans l'ombre, par leur façon de traiter le savoir comme quelque chose de sacré, comme s'ils savaient que la vérité, une fois brisée, ne peut pas toujours être restaurée, seulement protégée. Si les Blood Ravens descendent d'une lignée interdite, alors leur silence est un bouclier. S'ils ont été créés à partir de ce que l'Imperium a tenté d'oublier, alors chaque bataille qu'ils livrent devient plus qu'une question de survie. C'est un choix de servir malgré leurs origines, de protéger même lorsque la confiance leur est refusée. Il se peut que les légions perdues aient été véritablement détruites, qu'il n'en reste aucune trace. Mais il se peut aussi que certains éléments aient été sauvés, renaissant dans le secret, placés là où ils seraient nécessaires, non pas pour diriger, pour observer, pour se souvenir. L'Imperium repose sur la loyauté, mais il survit grâce au silence. Toutes les vérités ne servent pas la cause.
Certaines pourraient briser l'armure de la croyance. Elles sont donc enfermées, recouvertes par la peur. Mais le silence, lorsqu'il dure trop longtemps, commence à murmurer. Il transforme l'absence en présence. Il transforme la mémoire en écho. Les Blood Ravens sont désormais plus qu'un mystère. Ils sont le reflet du prix à payer pour cacher la vérité. Un chapitre façonné par la perte, construit sur des questions, portant des fragments d'un héritage dont ils ne parlent jamais à voix haute. Qu'ils soient liés ou non aux légions perdues, ils vivent comme s'ils l'étaient, comme si le passé les avait choisis pour porter ce que d'autres ne pouvaient pas porter. Cela ne les rend pas faibles, cela les rend prudents, cela leur donne du poids. Leur chemin n'est pas balisé par des bannières claires. Il est balisé par la retenue, par un objectif gardé secret, par l'idée que certaines tâches ne s'accompagnent pas de gloire, elles s'accompagnent d'un fardeau. Lorsque nous regardons les étoiles et nous demandons ce qui a été perdu, nous devons également nous demander ce qui a été sauvé, ce qui a été remodelé, ce qui a été mis de côté non pas pour être oublié, mais pour être protégé de ceux qui ne pourraient supporter sa vérité. Au final, ce qui a été oublié veille peut-être encore dans l'obscurité, et ce qui observe pourrait bien revenir un jour. Vous avez suivi le chemin à travers des salles sans nom, à travers des archives sans voix, à travers des batailles qui résonnent dans l'ombre plutôt que dans le champ. Le mystère n'a jamais été destiné à être résolu par une seule vérité. Il était destiné à être ressenti. Il était destiné à vous guider vers des lieux où l'impérium n'ose pas s'aventurer. Les primarches perdus restent cachés. Leurs noms ne sont gravés que dans la mémoire. Leurs légions ont été effacées par la main qui les a créées. Les Blood Ravens poursuivent leur veille, silencieux, patients, dévoilant leur histoire, une relique à la fois. Chaque fragment qu'ils détiennent pourrait contenir plus que l'histoire. Il pourrait contenir un choix qui n'a jamais été prononcé à voix haute. Dans cette galaxie, le silence n'est pas une faiblesse. C'est une armure. C'est la forme que prend la retenue lorsque la vérité est trop dure à accepter. Les espaces silencieux entre les noms ont autant de sens que les victoires retentissantes gravées dans la pierre. Peut-être même plus. Vous ne trouverez peut-être jamais toutes les réponses. Mais le chemin que vous avez parcouru a un sens. Les ombres que vous avez explorées ont une forme, et les échos que vous avez entendus en chemin resteront avec vous, longtemps après que les voix se seront éteintes. Maintenant, reposez-vous. Laissez les étoiles dériver tranquillement derrière la vitre. Respirez calmement. Les questions sont toujours là. Mais pour l'instant, elles peuvent attendre. Le silence veille, et cela suffit.